Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société et je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière. Cette formation peut être en présentiel ou bien virtuelle. Je parle également d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Si tu investis dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter à tout moment et on va dresser, n'est-ce pas, ta stratégie pour réduire ta charge fiscale. Si tu aimerais également faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter à tout moment. On va également tracer une stratégie pour te permettre, n'est-ce pas, de faire grandir ton patrimoine immobilier. Si tu ne t'y connais pas vraiment dans les finances et que tu as assez de désordre dans tes finances, tu peux également me contacter, on va mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qu'ils vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter, on va s'asseoir et on va tous ensemble dresser, fixer une stratégie pour leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'investissement immobilier. Je vais parler notamment des étapes, de toutes les étapes qui vont te permettre d'acquérir ton bien immobilier. Je vais parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui 12 étapes, n'est-ce pas, que tu devras parcourir pour acheter ton bien immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui 12 étapes jusqu'à l'achat de ton bien immobilier. Je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui quelles sont les étapes que tu dois parcourir jusqu'à l'achat de ton bien immobilier. La première étape, tu dois rendre ta solvabilité attractive. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avant de le mettre dans ta tête que tu veux investir dans l'immobilier, fais d'abord tout et tout pour rendre ta solvabilité attractive. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord regarder si tu n'as pas les crédits à la consommation. Tu dois tout faire pour trouver une solution par rapport à ça. Tu dois résoudre ton problème de séjour. Si tu as un séjour limité, à durée déterminée, c'est problématique. La banque ne va pas t'accompagner. Tu dois chercher à avoir soit la nationalité, pour ceux qui sont en Allemagne, soit la nationalité, soit une carte de séjour permanente, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en allemand Unbefristet. Tu as besoin de ces deux-là, soit l'une, soit l'autre. Sinon, tu auras les difficultés à avoir le crédit immobilier. Tu dois mettre de l'ordre dans tes finances. La banque doit voir en toi quelqu'un qui est ordonné financièrement. On ne donne pas le crédit immobilier à quelqu'un qui est désordonné financièrement. Tu dois également tu dois avoir épargné au préalable. C'est-à-dire que tu dois avoir déjà commencé à épargner quelque part. Bref, tu dois tout faire déjà pour que ta solvabilité soit attractive. Parce qu'il faut savoir que lorsque la banque s'engage à t'accompagner dans un financement immobilier, en te donnant un crédit immobilier, tu dois savoir que la banque va tout faire pour fouiller tout dans ta vie, pour savoir si tu as la capacité de rembourser ce crédit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la fixation de tes objectifs et de ta stratégie, c'est très important. Tu dois te fixer, tu dois avoir un objectif. Pourquoi est-ce que tu aimerais te lancer dans l'immobilier? Est-ce que tu aimerais à partir de 50 ans vivre de tes revenus locatifs? Est-ce que tu aimerais prendre ta retraite
à 60 ans, pas à 67 ans comme la loi l'exige, comme la loi le dit. Est-ce que tu veux juste te lancer dans l'investissement immobilier parce que tu as vu les autres le faire? Quel est ton objectif? Quelle est ta stratégie? Certaines personnes se lancent dans l'immobilier, ils veulent seulement acheter, revendre directement, acheter, revendre. Est-ce que tu vas acheter pour revendre dans 10 ans? Est-ce que tu vas acheter juste pour meubler, pour mettre à la disposition des étudiants? Bref, tu dois savoir, c'est la deuxième étape, tu dois te fixer des objectifs clairs, des objectifs réalistes, que tu ne dois pas te fixer des objectifs juste pour le plaisir, tu dois te fixer des objectifs que tu peux atteindre et tu te fixes une stratégie aussi réaliste. Bon, la troisième étape, c'est la planification de ton budget. Tu dois également être réaliste en fonction de tes revenus. Tu ne peux pas avoir un revenu de 2 000 € et tu prétends directement du jour au lendemain avoir un patrimoine immobilier ou alors avoir investi, aller chercher à acheter un immeuble qui te coûte 2 millions d'euros. Ça n'aura aucun sens. Il n'y a aucune banque qui va te donner ce genre de crédit. Tu as 2 000 € de salaire, peut-être même si tu as épargné, même c'est 50 000 €, tu viens, la banque te donne un immeuble de 2 millions d'euros. Ça sera extrêmement difficile. Donc, ce qui fait que avant de commencer, fais-toi conseiller, fais-toi accompagner. Tu peux contacter les intermédiaires financiers, les conseillers bancaires, n'est-ce pas, qui peuvent déjà te donner quelques astuces. Tu peux également me contacter. Je peux déjà te dire que voilà ton budget, ou alors le budget que tu es en train de te fixer par rapport à ta situation financière actuelle, ce n'est pas réalisable. Donc, tu dois planifier ton budget. Tu dois savoir quel est ton plafond. À partir de quel montant tu peux commencer. Comme j'ai dit, tu ne peux pas venir pour acheter ton premier bien immobilier et tu as une épargne de 10 000 € et tu as un salaire de 2 000 € et puis tu veux que la banque te donne un crédit immobilier de 2 millions d'euros. Ça n'existe pas. Quatrième étape, l'épargne. C'est très important. Tu ne peux pas investir dans l'immobilier si toi-même au préalable, tu n'as pas épargné. Certains vont me dire que oui, je peux acheter un bien immobilier sans rapport personnel. Je suis d'accord, il y a des banques qui acceptent ça. Mais il faut aussi savoir que quand tu achètes un bien immobilier, le bien qui t'appartient, c'est ta responsabilité. S'il y a quelque chose dans le bien immobilier, c'est toi, tu es responsable. Donc, c'est bien qu'avant d'acheter le bien immobilier, que tu aies une petite réserve. Et cette réserve, tu ne peux avoir cette réserve qu'à travers l'épargne. Donc, sinon, toutes les fois où tu auras un problème avec ton bien immobilier, tu seras obligé d'aller prendre un crédit à la consommation et ça te revient cher. Parce que tout ce que tu dépenses pour injecter dans l'investissement immobilier, ça affecte tes revenus, ça affecte la rentabilité de ton investissement. Donc, c'est un peu ça. Donc, la quatrième étape, c'est l'épargne. Il faut tenir compte de ça. Cinquième étape, la formation et la recherche des informations. C'est très important. Ne te lance pas dans un tel investissement sans avoir la connaissance. C'est très important. Parce que si tu te lances dans cet investissement, tout le monde peut se lancer. Ce n'est pas un problème. Mais c'est face aux premières difficultés que tu te rends compte que tu aurais dû chercher à avoir la connaissance. J'ai eu un client qui est venu me voir quand il avait fait une erreur. C'est-à-dire qu'il est allé, il a signé le contrat de vente, il avait affaire. Il est venu, il avait un problème au niveau de la fiscalité. Il est venu me voir, on s'est assis et tout. J'ai regardé son contrat, le contrat de vente. Je me suis rendu compte qu'il n'a pas mentionné ce que je mentionne généralement dans mes contrats de vente, dans les contrats de vente des clients que j'accompagne. Et il y a quelque chose que j'insère, il y a certains paragraphes que j'insère dans le contrat de vente qui va le permettre de bénéficier au maximum des avantages fiscaux. Il ne l'a pas fait, il a oublié. Et là, maintenant, ça devient difficile parce que on ne peut plus faire marche arrière. L'erreur a déjà été commise. Donc, les petits éléments comme ça, il y a tellement d'exemples que je ne veux pas entrer dans les détails. Mais s'il avait contacté un expert ou alors s'il m'avait contacté avant, il n'aurait pas perdu cet argent-là ou alors il n'aurait pas fait cette erreur. C'est pour ça qu'avant de te lancer dans ce genre d'investissement, il faut avoir la connaissance, il faut faire des recherches, il faut avoir les informations. Il y a YouTube, il y a des vidéos que tu peux regarder, il y a les podcasts que tu peux suivre, il y a les livres que tu peux lire, il y a les experts que tu peux contacter. Bref, il y a tellement de possibilités. Ce n'est pas comme avant que c'était un domaine qui était opaque où il n'y avait pas accès à l'information. Maintenant, il y a une transparence. Et tu peux trouver les experts un peu de partout. Il y a les documents partout, par-ci, par-là. Tu m'appelles à tout moment. Je vais te donner, je vais mettre mon expertise à ta disposition. Donc, c'est un peu ça. La sixième étape, c'est la recherche du bien immobilier. Une fois que tu as déjà la connaissance, tu as tout ce dont tu as besoin, tu peux maintenant te lancer dans la recherche immobilière. Donc, vous voyez vous-même que ça vient en sixième position. Il y a d'abord eu 5 étapes avant. Il y a certaines personnes qui se lèvent le matin directement et commencent à chercher le bien immobilier. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant. Nous sommes à la sixième étape où on parle de la recherche immobilière. Donc, il y a les sites où tu dois chercher. Tu peux chercher les biens. Il y a plusieurs sites. Il y a aussi la possibilité d'avoir les biens immobiliers dans des réseaux ou alors ce qu'on appelle généralement off-market. Il y a la possibilité de trouver les biens. Donc, dans ma formation immobilière, je parcours également, il y a toute une rubrique intitulée la recherche immobilière où je te montre les stratégies, comment faire pour trouver les biens immobiliers. Septième étape,
c'est la visite des biens immobiliers. Je précise encore la visite des biens immobiliers parce que avant d'acheter un bien immobilier, tu ne peux pas seulement visiter un bien et puis tu achètes. C'est une mauvaise approche. Avant de te décider pour acheter un bien, il faut au moins avoir visité une dizaine de biens. C'est très important. Déjà, le fait de visiter une dizaine de biens, déjà, tu entres déjà tu entres déjà dans le domaine. Tu questionnes. Tu as la possibilité de causer avec les agents immobiliers. Tu as la possibilité de causer avec les vendeurs. Tu vois comment ça se passe. Tu as la possibilité de causer avec d'autres acteurs du marché immobilier. Donc, ne visite pas le premier bien directement, tu achètes. Il faut visiter plusieurs biens. Donc, c'est très important. Donc, tu t'engages à visiter le bien. C'est la 7e étape. Et la 8e étape maintenant, c'est le calcul et l'évaluation du bien. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu as visité le bien, tu as identifié ce que tu pouvais identifier. Et je précise encore, lorsque tu fais la visite immobilière, ne visite pas seulement comme si tu visitais un simple bâtiment et tout. Tu dois regarder tout, tu dois observer, tu dois regarder où tu peux avoir un quelconque problème. Et tu dois même souhaiter avoir un problème parce que tu vas t'appuyer sur ce problème-là pour réduire le prix d'achat à la baisse, pour négocier le prix à la baisse. C'est très important. Donc, lors de la visite, ne regarde pas seulement la beauté, regarde là où tu peux avoir des problèmes. Interroge le vendeur ou l'agent immobilier ou alors le locataire sur les possibles problèmes dans la maison. C'est bien qu'il y a des petits problèmes, sachant que tu vas résoudre ça avec un montant aussi acceptable, mais tu peux utiliser ce levier pour réduire le prix d'achat à la baisse. C'est très important. Donc, on était là sur la 8e étape où il s'agissait du calcul et l'évaluation du bien. Une fois que tu as fini la visite, tu fais tes calculs, tu dois tenir compte, tu dois calculer ta rentabilité, tu dois calculer tes avantages fiscaux, tu dois calculer si tu dois moderniser ou pas, tu dois savoir à peu près combien tu vas injecter dans l'investissement pour la modernisation. Tu dois tout savoir ça lors de tes calculs. Tu dois connaître quelle est la valeur de ce bien dans la zone. Tu dois connaître à combien tu peux louer ce bien-là. Tu dois connaître tout ça. Et par la suite, donc, tu peux faire maintenant, dès que ça passe avec tes chiffres, ça correspond à ta stratégie. Voilà, tu peux maintenant faire une offre au vendeur. Tu écris une très belle lettre là, tu envoies au vendeur donc pour l'offre d'achat. Donc ça c'est la 8e étape. La 9e étape, une fois que tu t'es décidé à prendre le bien, tu peux maintenant te lancer activement dans la recherche du financement. C'est vrai que tu peux le faire en parallèle. En cherchant le bien, tu peux également déjà contacter certains intermédiaires bancaires ou bien certains conseillers bancaires qui vont t'orienter. Tu peux me contacter aussi, qui vont déjà te donner quelques orientations, comment tu vas faire pour avoir le financement. Mais la 9e étape, c'est la recherche du financement. Donc, tu dois être en contact avec ces intermédiaires bancaires-là que eux sont également en contact avec plusieurs banques où tu peux facilement avoir un accompagnement, un financement. Ça, c'est la 9e étape. Tu ne peux pas acheter un bien. Pour acheter un bien immobilier, sauf si tu as déjà beaucoup d'argent. Si tu veux acheter un bien immobilier que tu vas mettre en location, je te conseille de passer par la banque pour profiter, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'effet de levier, pour profiter des avantages du crédit, de la dette. Donc, c'est un peu ça. 10e étape, c'est la signature du contrat de vente chez le notaire. Déjà, avant de chercher même un notaire, c'est-à-dire qu'avant de chercher un notaire, il faudrait que tu aies déjà eu la validation, que la banque ait déjà validé le crédit. Une fois que la banque a validé le crédit, maintenant, tu peux contacter un notaire. Et quand tu vas contacter le notaire maintenant, il va t'envoyer l'ébauche du contrat de vente. C'est ce qu'on appelle Carfax and Wolff. C'est-à-dire qu'il t'envoie cette ébauche-là que tu vas lancer un coup d'œil avec des experts. Tu dois tout lire le document parce que le jour de la signature du contrat, le notaire va lire ça comme s'il faisait la lecture. Il lit seulement. Donc, tu ne vas pas arriver. C'est pas chez le notaire que tu vas comprendre ce qu'il dit. Le travail que tu fais, c'est avant. Donc, avant de te lancer, avant de chercher à avoir un rendez-vous chez le notaire, il faudrait que la question du financement soit déjà réglée. Ne pars pas chez le notaire si tu n'as pas encore la confirmation du financement. Parce que tu as en tout 14 jours. Si tu t'en vas, supposons que tu n'as pas encore reçu la confirmation de la banque qui veut t'octroyer le crédit et puis tu t'en vas chez le notaire pour signer. Tu signes et après la banque t'envoie un refus. Tu fais donc comment pour trouver le financement? Tu vas te voir en train de stresser pour trouver une banque qui va te financer et tu es déjà dans les problèmes parce que tu as déjà signé le contrat de vente. Quand tu as signé le contrat de vente, c'est ton bien. En fait, le vendeur ne peut plus revendre ça, c'est ton bien et tu as les pénalités au cas où la banque l'a fini par ne pas t'octroyer le crédit. C'est très important. Et ne pars pas aussi chez n'envoie pas le crédit, ne signe pas le contrat de vente
sans avoir, ou alors pardon, ne signe pas le contrat de crédit, tu envoies sans avoir eu la confirmation du notaire ou alors sans avoir eu le rendez-vous chez le notaire. Parce que tu as 14 jours pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir rappeler ce contrat que tu as signé. Tu as 14 jours à la banque. C'est-à-dire que si tu signes le contrat du crédit, tu envoies à la banque, il faut savoir que tu as 14 jours. Après 14 jours, tu n'as plus la possibilité de... on appelle ça en allemand Widerrufen. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, j'ai oublié. Mais de toutes les façons, tu as 14 jours pour pouvoir rappeler ce contrat-là. Et quand les 14 jours sont passés, c'est fini, tu ne peux plus rappeler. Donc, le contrat est valide. Donc, à partir de ce moment-là, tu as le crédit. Donc, si arrivé chez le notaire, le vendeur refuse de vendre le bien, ou alors le vendeur meurt, ou alors le vendeur dit que non, il y a eu un autre acheteur et je vais préférer vendre à celui-là, tu es dans les problèmes. Tu as déjà signé le crédit. Le crédit est déjà en cours. Donc, tu vas maintenant te débrouiller à trouver un bien équivalent pour pouvoir combler ce vide-là, ce qui n'est pas évident. Pour avoir un bien jusqu'à ce que la banque valide ça, il te faut du temps. Donc, ça peut te créer des ennuis. Tu vas te voir en train de payer un crédit, pourtant tu n'as pas encore la maison. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça, c'était la 10e étape, la signature du contrat de vente. Et ce n'est pas tout. Généralement, quand tu as signé chez le notaire, en principe, c'est presque fini. Mais je veux dire, c'est le début du commencement, en fait. Donc, la 11e étape, c'est le paiement du prix d'achat au vendeur. Lorsque tu as signé le contrat de vente, tout est entre les mains du notaire. C'est le notaire maintenant qui est actif. C'est le notaire qui va communiquer avec la banque et lorsqu'il y a une nouvelle information, il t'envoie et tout le reste. Donc, dès que le notaire a fini son travail et qu'il a déjà signé l'hypothèque, il a fait signer l'hypothèque, il a envoyé à la banque jusqu'à ce qu'on a mis ton nom dans l'hypothèque et tout est clarifié. Maintenant, le notaire t'envoie dans le message que voilà, tu peux déjà demander à ta banque de virer l'argent du prix d'achat dans le compte du vendeur. C'est très important. Donc, et dès que tu as viré, en principe, je crois que dès que tu as déjà viré, dès que la banque a déjà viré le prix d'achat dans le compte du vendeur, la vente est, je vais dire quoi, le processus d'acquisition est achevé. Donc, la dernière étape, donc, ce qu'on appelle le transfert de propriété, c'est donc la 12e étape, c'est le transfert de propriété. Lorsque le vendeur a reçu l'argent dans son compte, il t'envoie un message que j'ai reçu l'argent de mon compte. Voilà, il faut qu'on prenne rendez-vous donc pour le transfert de propriété où le vendeur te remet les clés. S'il y a déjà un locataire à l'intérieur, il faudrait qu'à partir du lendemain, le loyer ne se vire plus dans le compte du vendeur, mais plutôt dans ton compte directement. Même comme ton nom n'est pas encore inscrit dans le registre foncier, ton nom n'est pas encore inscrit dans le titre foncier de ce bien-là, mais tu es déjà propriétaire, le loyer entre déjà dans ton compte. Donc ça, c'était la 12e étape, le transfert de propriété. Voilà en quelques mots les 12 étapes que tu dois parcourir lorsque tu veux acquérir un bien immobilier. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres éléments, mais je ne vais pas vraiment entrer trop dans les détails, sinon la vidéo sera trop longue. Voilà en quelques mots pour que tu aies un bref aperçu de comment ça se passe. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.